remercier très très chaleureusement Madame Isabelle Roswalch pour ce témoignage qui, je trouve, est très émouvant, très très émouvant, et la remercier comme présidente de la Fondation pour la confiance accordée et pour avoir effectivement voulu partager ce moment avec la Fondation, avec l'association Jean Monnet. Voilà. Et remercier également Monsieur Philippe Guimarães de Silva, le directeur de la Fondation aussi, pour toute sa confiance aussi et la mise en place de tout cela. Euh, je voudrais également donc euh, donner la parole peut-être plus directement maintenant à nos orateurs. Peut-être dire quelques mots très rapides sur les trois personnes et les trois intervenants, sachant que nous avons prévu des questions-réponses peut-être à la fin pour des aspects un peu logistiques. Il est peut-être intéressant de le dire. Euh, nous avons l'honneur et la joie d'avoir, je crois, Madame l'ambassadrice Ana Paula Zacarias. Madame l'ambassadrice est actuellement représentante permanente du Portugal auprès des Nations Unies. Nous la connaissons au Portugal, elle était secrétaire d'État aux Affaires européennes de 2017 à 2019, voilà, dans le 21e gouvernement, Premier ministre étant Monsieur Antonio Costa. Et puis, évidemment, comme diplomate, elle a occupé beaucoup de postes. Il serait difficile ici de tout dire, mais ancienne ambassadrice du Portugal en Estonie, ailleurs, représentante de l'UE auprès du Brésil, de la Colombie, de l'Équateur, enfin, j'en oublie. Donc, je pense que on commencera par donner la parole à Madame l'ambassadrice. Nous aurons ensuite, je le dis d'ores et déjà, aussi la présence et une présentation de Monsieur Giuseppe Nado Amaral. Monsieur Giuseppe Nado Amaral est aussi économiste de formation, ancien conseiller de la présidence de la République à un moment donné pour les affaires européennes aussi, et un fervent européen aussi. Et puis, nous aurons également le plaisir d'avoir Monsieur Umberto Triulzi, notre professeur, éminent professeur à l'université connue de la Sapienza, Rome, et spécialiste davantage en politique économique européenne et politique économique internationale aussi, si je ne me trompe pas, et il me corrigera si quelque chose était inexact. Il est conseiller auprès de nombreuses instances internationales, Banque mondiale, FAO et d'autres, et c'est un Européen convaincu également. Alors, je laisserai nos invités après rajouter chacun ce qu'ils entendront sur leur parcours, mais je voudrais d'ores et déjà donner la parole à Madame l'ambassadrice et justement je dirais que 38 ans après l'entrée du Portugal dans la communauté économique européenne, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui et le Portugal et cette entrée du Portugal, sur la situation un peu aussi de l'Union européenne actuellement? Madame Isabelle Swatch parlait tout à l'heure du fait que l'homme politique Mario Soares était désenchanté dans la dernière partie, disons, de sa vie sur le chemin que prenait un peu l'Europe, pensant qu'il fallait revenir aux pères fondateurs et à des valeurs des pères fondateurs. Alors, je voudrais vous laisser la parole pour que vous puissiez peut-être nous dire un peu ce qu'il en est de votre point de vue aujourd'hui et de plus avec les fonctions que vous avez occupées et que vous occupez encore. Merci bien, merci. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier l'association Jean Monnet et la Fondation Mario Soares et Maria Barroso de m'avoir invité à participer à cet hommage si bien mérité par Mario Soares dans cette année où on célèbre le 50e anniversaire de la Révolution d'avril.
Et permettez-moi également de saluer tout particulièrement Madame Isabel Soares et à travers d'elle toute la famille de Monsieur Soares, pour qui j'ai la plus grande admiration. Mario Soares a été sans aucun doute l'une des figures les plus marquantes de l'histoire politique récente du Portugal et un pro-européen convaincu. En rendant hommage aujourd'hui à Monsieur Mario Soares, nous célébrons non seulement en dirigeant politique l'un des architectes de la démocratie portugaise, mais aussi en visionnaire qui a contribué à façonner le destin du Portugal en l'insérant dans le contexte européen, mais aussi à fractionnant le destin de l'Europe avec ses propres réflexions sur la construction d'une Europe qu'il voulait unie, pacifique et prospère. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, de Premier ministre, plus tard comme président de la République, M. Soares a été une force stabilisatrice en période de turbulence. Sous sa direction, le pays a non seulement consolidé ses institutions démocratiques, mais s'est également engagé sur la voie du progrès économique, de la justice sociale, au sein d'une Europe toujours plus large et en même temps plus intégrée. Ces réflexions sur l'identité nationale et la place du Portugal en Europe et dans le monde ont marqué toute une génération de diplomates portugaises. En réfléchissant à mes propres 40 années de service diplomatique, je ne peux m'empêcher de trouver à chaque étape la marque laissée par la pensée de Mario Soares. Je crois que, comme beaucoup d'autres collègues, je suis, à vrai dire, un produit de sa vision sur le Portugal, sur la politique extérieure, un produit de sa détermination, de son travail inlassable. Dès le départ, mon entrée dans la carrière diplomatique, dont les femmes étaient exclues jusqu'à 1974, était le résultat de la décision de répondre rapidement à la nécessité d'étendre le réseau diplomatique portugais et préparer une nouvelle génération de diplomates. Et ça est venu à ce moment-là. Et c'est intéressant parce que ça est venu au moment où Mario Soares, en soulignant le caractère universaliste du Portugal et l'interconnexion entre ces fameux 3D de la Révolution d'avril, la décolonisation, la démocratie et le développement, il a été un héros de l'ouverture du Portugal sur le monde, rompant d'une fois pour tous avec l'isolationnisme qui a caractérisé les années de la dictature. Comme Isabel Soares l'a bien expliqué, Mario Soares était un homme de contact de nouveaux, de contacts anciens. Il favorisait des rencontres et véhiculant une image de stabilité, mais aussi de vivacité, d'innovation, de l'authenticité de ce nouveau Portugal. Et dans ce contexte, il a joué un rôle central pour convaincre les dirigeants européens et mondiaux de l'importance de l'adhésion du Portugal au projet européen en tant que point d'ancrage de la démocratie et du développement. Il l'a fait d'une manière systématique, cohérente et intense avant le 25 avril, pendant la période turbulente de la Révolution et aussi tout au long de sa vie. Il a été le visage du processus d'adhésion du Portugal à la CE. Il disposait d'un réseau privilégié de contacts qu'il a cultivé avec enthousiasme, avec sagesse, et avec une pensée politique claire sur l'Europe, une expérience, une appréciation réelle des valeurs démocratiques, du mode de vie européen, d'une vision à long terme pour le Portugal et finalement, comme d'autres ont déjà dit, il avait le courage de se battre pour tout cela en affrontant avec vigueur les difficultés qui se présentaient. Je crois que dans toute ma carrière, le moment où je me suis sentie le plus participant de l'histoire de mon pays, ça a été celui après le brouhaha de l'installation des 700 invités à la cérémonie de signature du traité d'adhésion du Portugal aux communautés.
Et après des semaines en décision sur la date de l'événement, il faut s'accorder que le gouvernement a tombé exactement le jour après la cérémonie. Nous avons entendu le discours du Premier ministre Mario Suarez le 10 juin 1986 qui disait « Dans ces cloîtres vieux de 4 siècles, le passé et l'avenir du Portugal se rejoignent aujourd'hui. En organisant ici la cérémonie historique de signature du traité d'adhésion du Portugal aux communautés européennes, nous avons voulu souligner que la fidélité à nos racines et à nos traditions est une condition essentielle pour construire l'avenir. » Et il ajoutait une autre phrase encore emblématique. Pour nous, l'Europe des communautés ne sera pas seulement un marché commun de biens et de services. Nous la voyons comme un espace de liberté, de respect des droits de l'homme et d'humanisme, mais aussi comme une entité politique autonome et cohérente qui aura la responsabilité de modérer le leadership sur la scène mondiale en faveur de la paix. Et il a conclu en souhaitant au projet européen un avenir de solidarité et d'unité, de progrès, de justice sociale, un facteur de paix et de stabilité dans le monde. Pendant de nombreuses années, et jusqu'à aujourd'hui, ici à New York, ces mots sont restés d'actualité et trouvent un sens et un accomplissement dans mon travail quotidien. J'en suis fait l'écho pendant les 2 années où j'ai eu le privilège de travailler avec M. Mario Soares dans son conseil diplomatique. C'est à l'ombre de ces mots que j'ai travaillé à notre représentation permanente à Bruxelles et en 2011, je suis devenue un des premiers ambassadeurs de l'Union européenne, d'abord au Brésil, puis en Colombie et en Équateur. Et ces paroles inspirantes et l'action qui en découle, je les ai mis à profit pendant les 5 ans que j'ai été secrétaire d'État pour les affaires européennes et je m'en fais écho encore ici aujourd'hui en tant que représentant permanent du Portugal auprès des Nations Unies. La vérité, c'est que en ces 50 ans, nous avons intériorisé, décanté, absorbé la pensée européenne de Mario Soares comme la nôtre. L'idée que le Portugal est à la fois européen et atlantique, conscient de son passé, avec tout ce qu'il y a de bon, mais aussi de controversé, point de rencontre des continents et des peuples, et que ça, c'est sa valeur ajoutée dans l'Europe. Une Europe des valeurs qui se veut politique, ouverte au monde et bien plus large qu'une union douanière, un marché intérieur ou même une monnaie unique. Une Europe cosmopolite, culturelle, humaniste, comme l'a dit Isabel Soares, fondée sur la théologie de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, une Europe des citoyens. Au cours de la première décennie de l'intégration européenne, nous avons été considérés par beaucoup comme des bonnes élèves de l'Europe. Nous avons appris à négocier, nous avons bénéficié des cadres des fonds européens. Entre 1996 et 2006, le Portugal a fait partie de ce qu'on appelle l'avant-garde des États membres qui souhaitaient un processus d'intégration toujours plus poussé. Avec à l'époque les 15 États membres, cette unité a sémenté par la monnaie unique et par la liberté de circulation avec l'entrée en vigueur de l'accord de Schengen. Le 1er mai 1999, le traité d'Amsterdam entre en vigueur, donnant la priorité aux droits des citoyens et aux responsabilités politiques de l'Union, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et avec la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne à l'année 2000, la stratégie de Lisbonne est approuvée. Mario Soares, alors membre du Parlement européen,
a souligné que le changement dans la politique mondiale ne devait pas mettre en péril la pertinence du projet européen, mais plutôt renforcer son importance stratégique, rendant nécessaire sa redéfinition institutionnelle et politique afin de soutenir d'autres pays qui, comme le Portugal, cherchaient à consolider leur jeune démocratie et leur développement économique. Et finalement, février 2003, le traité de Nice est entré en vigueur, ouvrant la voie à la réforme institutionnelle nécessaire pour l'année 1er mai d'année 2000, pour le plus grand élargissement jamais réalisé avec l'entrée de 10 nouveaux pays dans le projet européen. Et à ce stade, Mario Suarez considère l'élargissement de l'Europe non seulement comme un mécanisme de garantie de la paix et de la stabilité, mais aussi comme une opportunité de diffuser la prospérité et les valeurs démocratiques. Et il dit que dans ce contexte, Portugal devrait s'efforcer d'être à l'avant-garde du processus de la construction européenne en adoptant des positions créatives dans tous les domaines. Et en même temps, il s'efforce de trouver un équilibre dans l'effort d'intégration à l'Est et le renforcement de la coopération à Sud, un thème qui a fait son chemin jusqu'à aujourd'hui. Faisant preuve d'un courage et d'une vitalité unique, Mario Suarez revient à la vie politique active à l'âge de 81 ans pour briguer un nouveau mandat comme président de la République. Et là, comme Isabelle Suarez l'a dit, il commence à avoir une vision un peu plus critique de l'Union européenne qu'il qualifie d'insécure, hésitant face aux écarts de développement entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Il est clairvoyant. Il invoque les exacerbations du fanatisme religieux dans un monde dérégulé, où la pauvreté s'accroît chaque jour, non seulement dans des pays dits de tiers-monde, mais aussi dans les larges pans de la population des pays développés. Il s'inquiète du rejet du traité constitutionnel, de la Constitution européenne qu'il appuyait, du manque de leadership en Europe et de la détérioration économique. Il appelle alors l'Europe à mettre en place le pilier économique des droits sociaux et s'inquiète de l'hausse du chômage et de l'effritement de la situation sociale. Mais toujours optimiste, il continue à dire que nous ne devons laisser nous gagner par le scepticisme. Des temps nouveaux et meilleurs viendront. Cette idée de que pour surmonter les crises qui se sont accumulées, il faut écouter le peuple, être le plus proche des citoyens possible, a conduit Mario Suarez à opter de plus en plus clairement pour une vision fédéraliste de l'Europe. Cette accumulation de crises, le phénomène de l'immigration, la crise financière de 2005, l'effondrement de la sécurité extérieure et intérieure des États, la menace déjà du Brexit, sont pour Mario Suarez le moment propice à la réalisation d'une Europe de plus en plus politique et intégrée. Pour lui, parler d'une Europe plus politique, c'est parler de la reconstruction de la base de soutien du projet européen. Il s'inquiète d'une certaine hégémonisation progressive des États-Unis après la guerre froide qui a conduit à leur domination mondiale et à la pratique d'une politique unilatérale. Et cette inquiétude repose en partie sur l'émergence d'une sorte de pensée unique à laquelle il est profondément opposé. Fidèle à ses principes, il a continué jusqu'au bout à se battre pour une Europe humaniste qui cultive la cohésion interne et externe, une Europe des citoyens, une Europe fédéraliste, et la véritable Europe qui doit naître d'une conscience commune de la citoyenneté européenne. Et
l'approfondissement de l'Europe qui doit se réaliser avec la contribution des différentes cultures, des différentes nationalités. Et cette vision et cette détermination se poursuivent aujourd'hui. Et vous m'avez demandé quelle est l'inspiration. Je dirais que toute cette vision que Mario Suarez a eue sur l'Union européenne, sur le projet européen, c'est encore valable aujourd'hui. Quand on voit, et on commence par exemple avec tout le débat au sujet le futur de l'Union européenne. Là, c'est très important qu'on toujours s'inspire, que les nouvelles générations puissent s'inspirer dans les mots et l'action de Mario Suarez et continuer à lutter pour l'unité et l'intégrité démocratique de l'Europe et aussi pour la participation active du Portugal à ce processus. Je crois que cette vitalité, cette capacité de faire encore ces ponts entre l'Union européenne et le reste du monde, pour avoir une Union européenne ouverte au monde, vraiment démocratique, vraiment unie, il faut toujours qu'on puisse avoir plus en plus de dialogue, plus en plus d'intégration. Et on a eu cette épreuve pendant la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne en 2021. Et je crois qu'elle a été l'occasion de faire preuve que la pensée de Mario Suarez est toujours bien vivante et présente dans notre travail quotidien. Et que cet hommage qu'on leur rend aujourd'hui ici soit une réaffirmation de notre attachement aux idéaux qu'ils présentent et vraiment aux idéaux d'avril. Merci.